Mesdames et messieurs, chers amis, téléspectateurs de Eden TV, auditeurs de Diaspora FM, bonjour et bienvenue à ce premier numéro d'après Indépendance de votre émission L'Entretien du dimanche. Nous sommes donc dans le mois d'août, c'est, comme je le disais, la première émission de ce mois et nous avons de nouveaux fauteuils et un nouveau dispositif qui désormais seront les caractéristiques principales de cette émission. Pour ce premier numéro d'août, nous sommes allés dans la diaspora parce que, vous le savez très bien, beaucoup de Béninois de la diaspora sont à Cotonou en ce moment, sont au Bénin en ce moment, ont participé aux festivités du 1er août et les Béninois aussi se prononcent sur l'actualité de leur pays. Aujourd'hui, nous allons vers une Béninoise de la diaspora. Nous allons discuter avec elle pour voir un peu quel est son regard sur l'actualité politique nationale, quel est son regard sur le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Nous sommes partis pour 52 minutes d'émission avec Madame Fatima Dango Nadé, qui est donc une Béninoise de la diaspora. Madame Dango Nadé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère? Je vais très bien, Monsieur Doncla Mabalo. D'accord. Alors, on va faire mieux connaissance avec vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la diaspora? D'accord. Je m'appelle, comme vous venez de le dire, Dango Fatima Nadé. Je suis infirmière de formation depuis plus de 20 ans. Je travaille en Belgique et j'ai travaillé en Belgique au bloc opératoire, en pédiatrie, en orthopédie et actuellement je suis infirmière indépendante avec une certaine patientèle dont je m'occupe. Donc c'est un service qu'il n'y a pas ici, que j'aimerais aussi développer ici. Alors si c'est quoi infirmière indépendante? Voilà, c'est un petit peu comme si vous êtes médecin, vous avez un cabinet et vous avez vos patients. Moi, je suis infirmière, je suis installée en personne physique, ça peut être une société aussi, et j'ai des patients chez qui je vais tous les jours. C'est vrai que c'est beaucoup des personnes âgées qui décident de ne pas aller en maison de repos, qui vivent seules ou en famille, mais qui ont des pathologies qui nécessitent des soins. Et par conséquent, je vais chez eux tous les jours, je leur octroie les soins nécessaires dont ils ont besoin. Et je le fais tous les jours. Et voilà. Vous pensez que ce type d'activité peut prospérer dans un pays comme le Bénin? Vous pensez que c'est possible de développer ça? Je pense qu'on peut développer ça. Et j'aimerais vraiment le faire. Parce qu'il y a parfois des gens qui sont malades, de la classe moyenne ou un peu nantis, qui n'ont pas nécessairement envie d'aller à l'hôpital pour avoir une perfusion. Donc, s'ils ont un médecin, puisque maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a une réforme au niveau de l'octroi des médicaments dans les pharmacies, eh bien, le médecin va voir le patient, il détermine la pathologie dont souffre le patient en question et il prescrit un traitement. Et là, le médecin peut m'appeler et me dire, voilà, chez tel patient, va placer telle perfusion ou va faire tel soin chez lui à la maison. Parce que parfois, ce n'est pas nécessaire d'aller à l'hôpital. Il ne faut pas oublier que l'hôpital, c'est un nid à microbes. Donc, tout ce qui est maladie nosocomiale, c'est à l'hôpital. Tant qu'on peut soigner les gens à domicile, c'est une très bonne chose. Vous pensez que ça peut vraiment prospérer ici? Mais il faut beaucoup de moyens pour le faire. C'est quand même, ce sont des soins pour personnes nanties, ça. C'est vrai. Mais je peux dire qu'il y a une autre réforme qui est en cours de mise en place par rapport aux mutualités qu'on est en train de mettre en place. Et je pense que cette mutualité-là pourra permettre à tout le monde de pouvoir se faire soigner. Donc, quand ce n'est pas nécessaire d'aller à l'hôpital, il ne faut pas aller à l'hôpital. Tout le monde doit pouvoir, toutes les familles doivent pouvoir avoir un médecin de famille. D'accord. Le médecin de famille a le dossier médical de chaque patient. Et il doit y avoir un genre d'ordinateur, enfin, il doit y avoir un genre de fusion entre les médecins qui permettent que quand on passe d'un médecin de famille
à un cardiologue, par exemple, le cardiologue, il suffit qu'il ouvre son ordinateur et qu'il aille sur le dossier d'un médecin et d'un patient X, oui. et il a le dossier médical complet de ce patient-là. D'accord. C'était des précisions importantes que nos téléspectateurs et nos auditeurs ça n'a rien doivent connaître. de sorcier, et je pense qu'on peut l'appliquer ici. Alors, Madame Fatima Dango-Nadé, vous êtes arrivée à Cotonou. C'est vrai que vous avez circulé dans la ville de Cotonou. Vous n'avez pas fait que circuler à Cotonou. Vous êtes allé au-delà de Cotonou. Quelles ont été vos premières impressions lorsque vous avez atterri à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti? Bon, je peux pas dire que j'ai été surprise cette fois-ci quand j'ai arrivé, parce que j'étais là il y a pas longtemps. Donc, je voyais déjà l'évolution des infrastructures, des monuments qui étaient en pleine, comment appelle-t-on? En pleine construction. La statue de l'Amazone qui déjà a commencé à pointer le bout de son nez, voilà, ils nous ont tenus en haleine jusqu'à la dernière minute. Bon, mais ce qui m'a surtout plu, parce que moi je suis du Nord, c'est la facilité avec laquelle j'ai pu aller au Nord. La beauté de la ville de Cotonou. Est-ce que c'est nouveau d'aller facilement au Nord? Oui, c'est nouveau. Oui. C'est nouveau. C'est nouveau parce que les infrastructures routières actuellement permettent d'aller plus facilement au Nord. Même si il y a encore à faire. Il ne faut pas non plus nier qu'il n'y a plus rien à faire, il y a encore à faire. Par exemple, pour aller dans mon village, et j'en profite pour demander au président de bien vouloir mettre le goudron. Votre village, c'est où? Moi, je suis d'Aledjo à Caladé. Ok. Donc votre voie n'est pas bitumée. Ma voie est bitumée, mais pas goudronnée. D'accord, donc vous plaidez pour que ça soit goudronné, c'est ça? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que pour éviter l'exode rural, il faut aussi développer les villages. Et quand il y a une route qui passe dans un village, ça permet déjà à ce village-là de prendre de la valeur ajoutée et donc de se développer et d'éviter que tous ceux qui sont dans les villages se déplacent vers les villes. Oui, mais il n'y a pas que les infrastructures, Madame Fatima Dango-Nadé. Vous avez certainement entendu que les Béninois se plaignent de leur situation sociale, de la cherté de la vie, des complications existentielles. Vous parlez de routes, mais on peut vous dire trivialement qu'on ne mange pas les routes. Ah oui, comme dirait le chanteur ivoirien, il y a goudron, il y a lumière dans le goudron, mais on a faim. Bon, je comprends. La personne qui ne comprend pas, ça veut dire qu'il n'a pas de cœur. C'est-à-dire? La personne qui n'est pas touchée par les difficultés de vie de la population, ça veut dire que la personne n'a pas de cœur. Et ce n'est pas possible. Déjà en Europe, il y a des difficultés. Déjà en Europe, on voit déjà la cherté de la vie, le Covid et la guerre en Ukraine. Déjà en Europe, n'ont pas facilité les choses, alors que ce sont des pays déjà développés. Nous sommes censés être des pays en voie de développement. Donc, nous sommes encore plus fort impactés par cette situation-là. Il y avait déjà tout à faire au Bénin. Alors, avec le problème du Covid, cette guerre en Ukraine, il y a eu aussi la fermeture de la frontière Nigeria-Cotonou. Tout ça, mis l'un dans l'autre, vraiment, on fait que les populations souffrent. Mais je pense que les choses sont en train d'être mises en place. C'est vrai que ça prend du temps et que quand on a faim, comme dirait l'autre, ventre qui a faim n'a point d'oreille. Bon, c'est difficile, mais c'est une étape par laquelle nous sommes tous obligés de passer. Voilà. Je me dis ceci. Je me dis que pour attirer les investisseurs économiques, il faut d'abord avoir une plateforme qui attire ces investisseurs-là. Et cette plateforme-là, c'est quoi? C'est le développement des infrastructures routières et de l'énergie. Parce que tout se fait maintenant via Internet
Et via, voilà, si vous voulez prendre si vous êtes agriculteur, que vous voulez transporter votre culture d'un point A à un point B, si vous avez des difficultés de déplacement, c'est compliqué. Mais quand on vous entend ou quand on vous écoute, on a le sentiment que tout est beau dans le Bénin. Je n'ai jamais dit ça. Je viens de dire que c'est difficile. C'est le sentiment qu'on a. Non. Je viens de dire que c'est difficile. Oui, mais... Il y a des critiques à apporter. Rien n'est jamais parfait. On essaye de l'être. Parce que je précise d'emblée que je fais partie du BR. Vous êtes du bloc républicain. Je suis du bloc républicain. De fil en aiguille, étant comment on appelle-t-on, du parti de ABT, de fil en aiguille, quand il y a eu la fusion, directement, j'ai été dans le bloc républicain. J'étais là à Parakou lors de la première réunion du bloc républicain. Je suis venue exprès pour ça. OK. Parce qu'au niveau de la diaspora, j'ai continué tant bien que mal, malgré que ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une dénomination qu'on m'a vraiment... Vous n'avez pas un titre officiel? Je n'ai pas un titre officiel qu'on m'a octroyé, mais quelque part, je représente toujours le BR au niveau du Benelux. Alors, maintenant que vous confirmez ou que vous confessez être en politique, le débat va changer de cours, parce que là, j'ai en face de moi quelqu'un qui est en politique. Donc, ce ne sera plus le même débat à partir de maintenant. Madame Il n'y a pas de souci, je suis à l'écoute. Voilà, on va faire un débat partisan maintenant. Vous êtes du BR, vous avez dit. Oui. Est-ce que tout ce que vous observez, vous faites un point au coordonnateur du BR, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane? Je n'ai pas compris la question. Tout ce que vous observez dans le pays, ce qui va comme ce qui ne va pas, est-ce que vous lui tenez un point régulier pour que, de sa position, il puisse quand même influencer les décisions? Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, de la voie Alédio à Karadé. Est-ce que vous en avez parlé avec le président Abdoulaye Biotchane? Chaque fois que j'ai une observation critique à faire, je la lui fais. D'accord. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que je n'ai pas la langue de bois. Et que je dis les choses telles qu'elles sont. Vous lui avez parlé de cette voix? Je dis les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous lui avez parlé de ça? Bien sûr, je lui ai parlé de ça. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ce sont des financements. Ce n'est pas un truc... c'est en train d'être fait d'ailleurs. Il y a déjà des catapillars, des engins qui sont placés sur la route. Donc, je sais que c'est quelque chose qui va être fait. Mais quand exactement, je n'en sais rien. Mais je peux dire une chose, c'est que l'esprit critique, je l'ai. Quand quelque chose ne va pas, je n'hésite pas à le lui dire. Pourquoi? Parce que c'est dans la critique qu'on essaye de s'améliorer. Ce n'est pas en jouant les suiveurs moutonniers ou bien les griots qu'on avance. Mais est-ce que vous savez que vous êtes dans un pays où les Attention voix à ce que vous critiques... dites. Non, je fais un constat. Vous êtes dans un pays où les voix critiques se font taire. Est-ce que vous le savez? Non, je ne dirais pas ça. Les voix critiques ne se font pas taire. Vous savez que des gens, pour avoir parlé, sont privés de liberté? Non. D'avoir parlé comment? Peu importe. Non, c'est pas peu importe. C'est pas parce qu'on a dit démocratie, c'est pas parce qu'on a dit que vous pouvez vous exprimer que vous avez le droit d'injurier. C'est pas pour ça que vous avez le droit de provoquer parfois des petites guérillas civiles. Il faut savoir ce qu'on dit et il faut savoir le dire. On peut dire quelque chose, on peut avoir une critique positive en ayant à côté de la critique aussi des propositions. Pas juste critiquer pour critiquer. Vous venez d'un pays de liberté. Tout à fait. Est-ce que d'où vous venez, on peut aller en prison pour avoir insulté? Les casques, les gilets jaunes là. Je ne parle pas de casques, vous avez parlé d'insultes. Je dis le pays d'où vous venez. Oui. Peut-on aller en prison? Peut-on être privé de liberté parce qu'on a insulté? Lorsqu'on insulte un président, lorsqu'on ne respecte pas la haute autorité d'un pays, on est puni. Par la prison? Peut-être pas par la prison, mais je ne suis pas juge. Je ne suis pas non plus avocate. C'est au juge de déterminer la gravité des propos qui ont été tenus. Est-ce que c'est les mêmes propos qui sont tenus? Je n'en sais rien.
Je ne peux pas dire que, voilà. Maintenant, si vous voulez me dire, est-ce que c'est toujours nécessaire de priver de liberté tout le monde? Je dirais que je peux demander au président d'être un peu parfois magnanime. Mais ce n'est pas lui qui met les gens en prison. Il y a une justice. Donc vous pensez La justice est autonome. Vous pensez que la justice est indépendante? Elle est indépendante jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Alors, avec vous, Madame Fatima Dangounadé, puisque vous êtes du secteur de la santé, je ne peux pas vous avoir sur le plateau de l'entretien du dimanche sans aborder les questions relatives aux réformes du système de la santé. Mais avant d'en arriver là, nous allons parler un peu de la gestion de la crise Covid au Bénin. Je sais que abondamment en Europe, le mal a existé, continue d'exister. Comment appréciez-vous la façon dont le Bénin a géré la crise Covid-19? Personne dans ce monde ne peut se targuer d'avoir géré cette crise Covid de la meilleure des façons. Même en Europe, on a critiqué. Il y a des décisions qui ont été prises aussi en Europe que nous avons critiquées. De la même façon que ici, c'est normal qu'on critique. Parce que c'est quelque chose qui nous est tombé dessus du jour au lendemain. Même le pays duquel cette maladie a commencé ne peut pas dire que dès les premières heures, elle a bien géré le problème. Sinon, on n'en serait pas là. Si dès les premiers moments, ils avaient dénoncé et ils avaient essayé d'éradiquer la maladie en ne la cachant pas, peut-être qu'il y a des choses qui n'allaient pas se passer. Donc vous pensez que le Bénin a bien géré la crise Covid? Je viens de dire que personne ne peut se targuer de dire qu'il a bien géré cette crise. Oui, il y a des choses qui ont été faites ici au Bénin qui n'auraient pas dû être faites. Il y a des choses qui auraient dû être... Justement, parlons-en. Qu'est-ce qui a été fait qui n'aurait pas dû Je prends un exemple. Oui. Je suis de la diaspora. Je viens chez moi au Bénin. Imaginons, j'ai 5 enfants. Je fais déjà mon test Covid là-bas, avant de prendre l'avion, puisque c'est exigé. Puisque le pays dans lequel je suis en train d'arriver, qui est mon pays d'origine, exige qu'avant de rentrer dans l'avion, je fasse un test. Je fais le test, je monte dans l'avion. Je suis censée être négative. J'arrive sur place, rebelote. Je paye encore pour moi et mes enfants. Vous savez, il y a des gens qui mettent de l'argent de côté pendant des années pour vouloir rentrer chez eux. Oui, mais Madame Dango, vous pouvez être contaminée dans l'avion. On a parlé des cas où les gens étaient contaminés dans l'avion. Puisque dans l'avion, tous ceux qui sont dans l'avion sont censés être négatifs ayant fait leur test. Oui, mais après les installations dans l'avion, vous ne savez pas qui est qui a touché quoi. Oui, et puis c'est pas évident, c'est un virus. C'est pas évident non plus que même après les différents nettoyages et consorts, que ça soit zen. Donc vous pouvez évidemment contracter le virus dans l'avion. La grippe aussi. Donc ça peut justifier pourquoi on fait le test à l'arrivée. Non, j'ai trouvé ça excessif. Excessif parce que parfois on va vivre à l'étranger pour essayer d'avoir une meilleure vie, pour rentrer chez soi. En tout cas, personnellement, c'est ce dont j'ai envie. Je suis allée en Europe pour étudier, pour avoir un capital de compétences et de venir au Bénin apporter ma pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, je pense que je suis prête pour ça. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui vivent là-bas, qui mettent de l'argent de côté pendant 5 ans parfois, parce qu'ils vivent difficilement. Parce que là-bas, tout est réglementé. Et qui décident de rentrer chez eux avec leurs enfants et qui, après avoir payé 5 billets d'avion, doivent encore payer 5, comment on appelle-t-on? Tests Covid à raison de, je ne sais plus combien là, par personne. Et je crois que c'était 50 000 ou 100 000, je ne sais plus. Et à l'aller et au retour. Est-ce que vous leur avez dit ça?
Je l'ai dit. Vous leur avez fait la remarque? Oui, bien sûr. Mais donc votre voix n'a pas porté. Une seule voix ne porte pas. C'est une décision qui a été décidée au niveau du gouvernement. D'accord. Normalement, le problème, c'est que pour changer quelque chose, pour faire une réforme, ça veut dire qu'à un moment donné, les critiques ont tellement été acerbes que le gouvernement prend conscience peut-être de l'échec ou bien de ne pas avoir pris toutes les décisions qu'il fallait. Et puis on change au fur et à mesure. C'est difficile, c'est compliqué. Même là-bas, il y a des difficultés. D'accord. Alors, toujours dans le secteur de la santé, est-ce que vous avez le sentiment que des efforts se font pour que les Béninois aient eu un meilleur accès aux soins de santé? Des efforts se font, mais ne sont pas encore visibles. Ah bon? Oui. Pourquoi, selon vous? Ce n'est pas encore visible parce que chaque fois qu'il faut mettre en place un système, il y a des études préalables qu'il faut faire et il y a un travail en amont qu'il faut faire. Mais ici, on est toujours pressé. Si on est pressé, c'est comme si vous voulez monter une société. Avant de monter une société, il y a une étude de marché à faire. Il y a tout un tas de choses à faire au préalable. C'est la même chose dans le domaine de la santé. Parce qu'il y a tout à faire, tout à réorganiser. Donc, il faut aussi déjà le fait de mettre en place des mutualités. C'est déjà un effort qui est en train d'être fait. Le fait de vouloir créer des hôpitaux universitaires aux normes européennes, c'est un effort qui doit être fait. C'est un effort qui est fait. Mais comme ce n'est pas encore visible et palpable, ben on ne le sent pas. Mais il faut des années pour ça. Parce que le Bénin, c'est un pays où tout est à refaire. Vous n'avez pas dit que tout est à refaire, on ne va pas reconstruire le Bénin. Le Bénin n'a pas commencé en 2016. Non. Mais si nous voulons nous positionner sur la même ligne que les autres et arrêter de partir en Europe pour se faire soigner quand on est malade, il faut... Tout est à refaire. Moi, je pense que tout est à refaire parce que quand je vais jadis, quand j'allais dans les hôpitaux, on peut laisser quelqu'un mourir là, sur le côté, parce qu'il n'a pas d'argent. Ça n'a pas changé. C'est pour ça que ces efforts sont en train d'être faits. En l'occurrence, en mettant en place un système comment on appelle ça, de mutualité. Même aux indigents. Vous avez parlé de l'Arche, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, lorsque vous allez dans un hôpital, on vous soigne et puis ensuite, après, on voit ce qu'il y a à faire. Mais quand on laisse quelqu'un mourir parce que, voilà, une femme qui vient pour accoucher, et on lui demande de l'argent avant qu'elle... Il y avait tout à faire. Hein. Oui, mais vous, de la diaspora, qu'est-ce que vous faites pour soulager un peu le système? Nous faisons beaucoup. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous faisons beaucoup de choses. Moi, personnellement, je vais parler de moi. Allez-y. Oui. Je vais parler de moi. J'ai intégré en son temps l'équipe de jumelage de la ville de Natitengou et de la ville de Huy. Quand on a apporté du matériel médical, c'est moi qui ai pris le devant comment appelle-t-on, du groupe de personnes qui sont venues jusqu'ici. Donc, j'ai apporté du matériel médical à Natitengou, j'ai apporté du matériel médical à Basila, j'ai apporté du matériel médical dans le nord. Et quand je viens, souvent, parce que je suis venue rester ici à un moment donné, j'allais travailler de façon bénévole. Mais ici, c'est-à-dire que tout est à faire ici. Oui, mais... Tout. Même au niveau de la formation des infirmières. Même au niveau de la formation des infirmières. Parce qu'il n'y a pas que la théorie. Pourquoi vous avez cessé... Il y a aussi... Pourquoi vous avez cessé d'amener du matériel? Attendez, je vais vous expliquer. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ce que je suis en train de développer. Il y a aussi le côté humain dans la santé. L'accueil, c'est très important.
La prise en charge de la douleur, c'est très important. La manière dont vous recevez un malade, c'est déjà la moitié du travail qui est fait. L'assainissement de l'endroit où la personne se trouve. Donc l'hygiène, c'est très important. C'est pas juste, je sais piquer, je sais mettre une perfusion, je sais détecter une maladie, je sais comment on la soigne. Ça ne se limite pas qu'à ça. En Europe, on commence à 6h30. Le patient se lave. On aide le patient à se laver. On lui donne son traitement. On arrange son cadre avant que le médecin fasse son tour. Ici, même les toilettes, c'est le personnel qui a la clé des toilettes et c'est le personnel qui va aux toilettes. Si le patient a besoin d'aller aux toilettes, peut-être, je ne sais pas, ou bien c'est la famille qui vient laver le patient. Oui, mais ma réponse, ma question revient. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour empêcher que tout ça continue? Vous avez également un rôle à jouer en tant que je suis prête à 2000% à jouer ce rôle-là. Mais pour jouer ce rôle-là, il faut être sollicité. Vous ne débarquez pas comme ça, comme vous voulez aller jouer un rôle. Pourquoi vous attendez qu'on vous sollicite d'abord? Si vous voyez qu'il y a des constats comme ceux que vous faites là, vous pouvez venir. Je me lève là maintenant, j'arrive à l'hôpital, au CNHU, et je commence à dire aux gens, voilà comment ils doivent se comporter. Vous êtes infirmière, vous avez le droit de le faire. Vous êtes fondée. Je n'ai pas le droit de faire ça. Il faut aussi respecter les gens qui sont sur place et qui travaillent. C'est un processus. Ça veut dire qu'il faut une assise. Il faut qu'on nous permette de nous asseoir avec ceux qui travaillent déjà ici et pour qu'on leur explique que nous apportons notre, nos compétences, notre expertise que nous avons acquis là-bas en les apportant ici, sans dénigrer ce que eux ici déjà ils font. Parce que ici, c'est presque des médecins et des infirmières de guerre. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas tout le matériel. Mais malgré ça, ils arrivent à détecter une pathologie que si l'Européen n'a pas actuellement, il ne peut rien dire. J'ai vu des médecins aller dans des zones reculées en Afrique pour du bénévolat. Et ils sont très étonnés de se rendre compte qu'un médecin en Afrique peut déterminer une grave pathologie rien qu'en auscultant le patient, sans nécessairement avoir comment appelle-t-on, le matériel qu'eux, ils ont sur place. Donc, si nous sommes partis là-bas, que nous avons acquis une certaine expertise, nous venons ici, nous n'avons pas non plus à dévaloriser le travail qui est fait. Ça doit être une collaboration respectueuse. On ne peut pas venir débarquer et dire « moi, c'est moi qui connais tout, je viens, je vous apprends comment vous devez travailler ». Ça ne se passe pas comme ça. Alors, Madame Fatima Dangounade, il y a eu, vous le savez très bien, et les Béninois de la diaspora notamment en parlent abondamment, il y a eu une réforme de la carte diplomatique au Bénin, des ambassades qui ont été fermées. Il paraît que vous en avez souffert. Est-ce que c'est vrai? Oui, nous en avons beaucoup souffert. Et vous en souffrez toujours? Nous continuons à en souffrir. Je prends l'exemple des pays scandinaves. C'est-à-dire que vous avez un problème là-bas. Comment ça se passe? Qui vous aide? Vous allez me dire que les choses sont mises en ligne maintenant, mais ce n'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Parce que parfois, vous avez des questions à poser qui n'existent pas dans le programme qui est mis en ligne. Parfois, vous avez des soucis. Il y a des réfugiés économiques, parfois politiques, de l'ancienne, qui disent que voilà, nous sommes, qui veulent être rapatriés, qui doivent être rapatriés. À qui ils s'adressent pour les aider? Nous avons des documents. Et même ce qu'il y a en ligne, parfois ça ne fonctionne pas. C'est très compliqué pour la diaspora de ne pas avoir, par exemple, l'ambassade de la Belgique, je ne sais pas pourquoi on l'a ôtée. Je trouve que c'est une grave erreur. Surtout que la Belgique est la capitale de l'Europe. De l'Europe, vous voulez dire? Oui. Le fait d'avoir sauté l'ambassade de la Belgique, c'est pour moi une erreur.
pour moi. Peut-être que... Surtout que nous voulons développer notre côté, comment appelle-t-on, touristique. C'est souvent les ambassades qui font ça dans les pays. Mais les ambassades coûtaient cher à l'État béninois. Très, très cher. Oui, mais l'ambassade de la Belgique ne devait pas être sautée. Oui, mais si elle coûte les yeux de la tête aux contribuables. Ben, il fallait réorganiser la manière dont on gère les ambassades. D'accord, nous allons revenir à la question que vous avez mise de côté tout à l'heure. Je suis curieux de savoir pourquoi vous n'avez pas continué à amener du matériel aux hôpitaux ici au Bénin. Je n'ai pas continué parce que à un moment donné, lorsque vous n'avez pas les agréments nécessaires pour faire ce genre de choses, c'est très compliqué. Comment vous avez pu faire la première fois? La première fois, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile et en ce moment-là, j'avais déjà posé le problème et on nous avait aidés au niveau des administrations. Mais ça a presque découragé les gens qui faisaient des dons. C'est comme la dernière fois, j'ai été interpellée en Belgique par une équipe de la Citadelle et du CNHU qui se sont mis en commun pour venir ici au Bénin pour faire des opérations au niveau urogynécologique. Ils ont à peine eu 10 patients. Pourtant, toute une équipe s'est déplacée. Parce que, en amont, il n'y a pas eu un travail convenable qui a été fait. Contrairement au Burkina, où ils sont allés, où déjà en avance, il y a une Française qui se trouve là-bas avec son époux, qui prépare d'emblée les dossiers, et ils opèrent jusqu'à la dernière minute, même en voulant monter dans l'avion, il y a encore des femmes qui les poursuivent pour leur demander, s'il vous plaît, opérez-moi. Donc tout ce qui est fistule urogynécologique qui existe, on a amené ça ici à Porto-Novo. Est-ce que c'est à Porto-Novo qu'on doit amener ce genre de médecin? Non, je ne pense pas. C'est au nord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un problème souvent qui se pose lorsqu'il y a des mariages précoces et que la fille n'est pas assez développée pour recevoir, pour accoucher. Et donc, en accouchant, elle déchire et elle provoque des problèmes urogynécologiques. C'est rare qu'au sud ici, on marie une fille de 12-13 ans. C'est au nord que ça se passe. Je suis du nord et je sais de quoi je parle. Nous, les musulmans, nous avons un problème avec ça, que nous devons régler. Donc la mission, et cette mission-là a échoué. Elle a échoué parce que elle n'a pas été mise à l'endroit où il fallait et la publicité par rapport à ça n'a pas été faite là où il fallait. Et la mission est repartie. La mission totalement est repartie. Déçue, c'est ça? Ils doivent revenir parce qu'ils font un tournant. Ils doivent revenir. Et cette fois-ci, je leur ai dit que s'ils veulent revenir, qui m'en parle. Comme ça, moi, je vais essayer d'en parler au ministre de tutelle et voir comment on peut faire en sorte que cette mission se passe autrement. Parce que c'est une pathologie aussi honteuse pour les filles. Il faut préalablement convaincre les filles de un travail psychologique. Voilà, d'accepter de dire qu'elles ont cette pathologie-là. Parce que parfois, les maris renvoient leurs femmes parce que la femme sent mauvais. Donc, la fille cache cette pathologie-là. Il faut déjà faire un travail en amont, un travail social où les filles acceptent de dévoiler leur maladie. D'accord. Voilà. Alors nous, on ne peut que vous encourager, n'est-ce pas, à trouver toutes ces opportunités-là pour le pays. Vous êtes dans la diaspora, c'est ce que vous pouvez faire vraiment pour que le Bénin puisse se développer. Mais parlons justement de filles, je vais parler de femmes avec vous, pas de filles.
vous suivez la politique de promotion de la femme par le gouvernement actuel. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Fatima Dangounadé? Ah, j'en dis que du bien. C'est-à-dire? J'en dis que du bien. Donc tout est bien dans ce domaine, c'est ça? Comment? Tout est bien? Non, tout n'est... Dans ce domaine, Il je veux dire. Il y a jamais rien qui est dans le bien. domaine, C'est-à-dire que oui. Qui peut dire que c'est parfait? Dans le La domaine, perfection existe-t-elle? dans le domaine de la promotion de la femme, Oui. tout est bien. Non, je n'ai pas dit que tout est bien. Ben, allez-y. J'ai dit que je suis contente de ce qui se passe parce que il y a un pas en avant qui est fait. Même si ce n'est pas une satisfaction complète, il y a déjà un mouvement qui est en place. Il y a déjà une organisation avec une organisation pour les femmes. Il y a déjà une lutte pour ne plus frapper les femmes. Il y a déjà une lutte pour l'autonomisation de la femme. Il y a aussi un pourcentage de femmes qu'on essaye d'avoir au niveau du gouvernement. Tout ça, c'est très important. Ce qu'il n'avait pas hier. Vous avez déjà connu dans ce pays un gouvernement sans femmes? Avec un minimum de femmes. Fut un temps où il n'y avait que maman Rosine Soglo qui était à l'hémicycle en tant que femme. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que les femmes ne sont pas capables de diriger un pays autant que les hommes? Mais qu'elles se battent. Ce n'est pas aux hommes de favoriser les femmes dans cela, oui, d'accord, mais qu'elles se battent. Mais nous sommes en Afrique et nous ne pouvons pas nier la féodalité de l'homme sur la femme. Mais c'est un vote. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'ici en Afrique, une femme n'a de la valeur que lorsqu'elle est sous le gîte d'un mari. Si une femme n'est pas mariée, elle n'est personne. Lorsque vous êtes marié, vous êtes censé respecter et vous soumettre à votre mari. Si votre mari n'est pas d'accord que vous fassiez de la politique, parce que vous êtes obligé d'aller à gauche et à droite à des réunions qui finissent à 1h du matin, qu'est-ce qui se passe? C'est une affaire de confiance. C'est à vous de mettre votre mari en confiance. Ah bon? Ben, bien sûr. Est-ce que d'emblée, le mari est disposé à laisser sa femme aller en politique? C'est une affaire de confiance. Ben, oui, bien sûr. Vous parlez de vous, là? Non, je parle pour les hommes en général. Ben, c'est une affaire de confiance. Essayez de voir, Si la la plupart femme, des femmes qui sont en politique souvent sont seules. C'est la faute à qui? C'est la faute aux hommes. Ah ouais? Qui ont toujours cette mainmise-là, ou bien qui veulent toujours nous écraser. Mais la femme est tout autant capable qu'un homme de diriger un pays et de faire avancer un pays. D'ailleurs, dans les familles, c'est nous les femmes qui portons tout, le fardeau. Les trois quarts du fardeau, c'est la femme qui le porte. Ah bon? Elle travaille comme son mari. Elle rentre chez elle, elle doit s'occuper des enfants. Pendant que, après le boulot, le mari, lui, il peut aller boire son petit verre avec ses copains. Mais la maman, elle rentre, elle s'occupe de la nourriture, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du bien-être de tout. Elle va encore s'occuper du mari. Elle va attendre que le mari rentre. Il va mettre ses pieds sur le guéridon, attendre qu'on vienne le servir. Et si la femme dort, il va la réveiller pour venir le servir à minuit. Chacun son rôle dans un foyer. Ce que vous dites là, c'est pas à l'homme de le faire. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Nous ne sommes plus à l'ère de Tanganyika ou à Blapoku, là. Nous ne sommes plus à cette ère-là. Nous sommes au 21e siècle. Hier, la femme restait à la maison pendant que son mari allait chercher de quoi nourrir la famille. Donc la femme, son rôle, c'était de prendre soin de la famille, de prendre soin de la maison. Mais tout ça, c'est corrigé aujourd'hui. Mais c'est corrigé, mais on continue à nous maintenir dans notre rôle de sexe faible. Il y a quand même une volonté politique qui s'exprime. Attendez, une minute. Est-ce que vous avez écouté la chanson comment appelle-t-on, des jeunes filles
Au défilé, Au vous voulez défilé. dire, bien sûr, les Voilà. Amazones. Oui, mais tout ça, c'est du passé aujourd'hui parce que au Bénin ici, nous avons désormais une vice-présidente, nous avons des femmes qui sont secrétaires exécutives, nous avons des femmes à l'Assemblée nationale, nous avons un institut national de la femme. Ben, c'est bien ce que je dis, il y a une évolution. Oui, d'accord. Oui. Ok, donc vous applaudissez cela. Bien sûr que j'applaudis cela, mais on peut encore aller un peu plus en profondeur. Allez où? On peut encore essayer d'avoir une équité homme-femme. Alors, on vous donne la main, vous voulez prendre le bras, c'est ça? Ah bon? Donc c'est vous qui devez donner. Mais c'est le pouvoir politique qui a rendu possible tout ceci aujourd'hui, Madame Dango Nadé. Je dirais que à compétence égale, travail égal, il faut qu'on puisse donner l'opportunité aux femmes de gérer ce que les hommes gèrent. Et vous allez voir. D'accord. Alors, sur cette émission, parce nous que avons... nous, quand nous travaillons, nous n'avons pas 10 000 maîtresses. Hein. Bon, ou ça bien 10 000 amants. Hein. Comment quand un homme travaille, il a toute sa panoplie de maîtresses à gérer. Pourquoi vous aimez faire des procès aux hommes? Non. Chacun son rôle dans une société. Non, en fait, vous êtes vent debout contre les hommes, apparemment. Non. Mais peut-être bien que sûr. Je suis un peu féministe et j'avoue que je l'assume. Je l'assume parce que actuellement nous avons besoin de féministes. Évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès comme d'habitude parce que nous avons aussi besoin des hommes et les hommes ont besoin de nous. Je veux juste une équité. D'accord. Alors, nous avons un cérémonial sur l'émission. Si vous avez l'habitude de la suivre, vous savez qu'à un moment donné, il y a un bocal qui est juste à côté de vous, que vous devez tirer au sort un papier. Là-dessus, vous verrez un numéro. Et vous nous dites juste le numéro et puis on vous pose la question. Vous avez pris carrément le bocal. Hein? Oui. Allez-y. Mettez-vous à l'aise. Pourquoi je devais le laisser? Non, mettez-vous à l'aise. Et là, ça va être la question du public. Le public qui vous pose une question. La question numéro 10. Bon, d'accord. Alors, Madame Fatima Dango Nadé, oui. Vous êtes, je le rappelle, la fille de l'ancien ministre de l'Environnement, du président Mathieu Kérékou, feu Saïdou Dango Nadé. Oui. Vous n'avez pas assumé ou assuré l'héritage politique de votre père. Pourquoi? Parce que depuis son décès, on n'entend plus parler du tout des Dango Nadé. Pourquoi? On n'entend plus parler des Dango au niveau politique, peut-être. Exactement, c'est ce que je veux dire. Vous n'avez pas assumé l'héritage politique de votre père. Mais moi, je pense que j'ai assuré l'héritage politique. Et nous assurons l'héritage politique, mais peut-être dans l'ombre. Comment est-ce que vous faites la politique dans l'ombre? C'est pas possible, ça. Attendez. D'abord, moi, personnellement, j'ai été la représentante, je ne sais pas si je l'ai déjà dit au préalable. De l'Alliance ABT? De l'Alliance ABT dans le Benelux. C'est de la politique. Ben, c'est pas de la politique de façon... C'est de la politique au niveau de la diaspora. Oui. Ah ben si, il faut travailler pour ça. Et quand il y a comment on appelle-t-on, quand il y a des élections, on replie. Ce n'est pas visible, mais on replie. Mais vous jouez le second rôle, c'est ça? Peut-être. Au départ, il faut jouer le second rôle pour pouvoir accéder au premier rôle. Mais ça fait plus de 10 ans que vous jouez le second rôle. Mais je suis prête aujourd'hui à jouer le premier rôle si l'opportunité m'est offerte. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si on me permet de me présenter à une élection, je le ferai. Donc, vous pensez qu'il faut qu'on vous le permette? Vous ne pensez pas qu'il faut vous battre pour ça? Je me bats déjà pour ça. Qu'est-ce que vous faites? On ne vous voit pas sur le terrain. En fait, c'est la même question, en fait. Non, vous ne pouvez pas dire que vous ne me voyez pas sur le terrain. Quel terrain d'abord? Le terrain social. Le terrain de la politique. Parce que le terrain social, j'y suis. Déjà depuis très longtemps. Mais il n'y a pas besoin de crier à chaque fois que vous apportez quelque chose, de commencer à dire « Ah, j'ai apporté tel truc, hein. Oh, ici, j'ai apporté des draps, j'ai apporté des lits, j'ai apporté... » Non, ce n'est pas nécessaire. Mais nous parlons politique, là, sur le terrain politique. Sur le terrain, dans le terrain politique, il y a le social. Vous mélangez les deux. Non. Souvent, ceux qui font des œuvres sociales vous disent clairement qu'ils n'ont pas derrière une ambition politique. Mais là, vous dites tout le contraire. J'ai commencé en n'ayant pas d'ambition politique. Aujourd'hui, vous en avez? Aujourd'hui, j'en ai. Et quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, j'aimerais bien être députée. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Pour les lois, pour défendre les femmes,
pour défendre... Vous voulez aller féminiser l'Assemblée? Vous pensez que vous devez aller à l'Assemblée pour faire voter des lois concernant les femmes? Pas uniquement les femmes. Alors? Pas uniquement les femmes. Je suis très à cheval sur l'éducation et sur la santé. Et je pense que c'est l'avenir d'un pays. L'éducation et la santé. L'agriculture, n'en parlons pas. Parce que nous sommes à l'orée d'une famine qui n'en dit pas son nom. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons des terrains vastes qui ne servent à rien, qui pourraient servir à la culture. Je pense qu'en tant que femme, je peux faire beaucoup de choses. Parce que je connais le Bénin comme ma poche. Ah oui? Oui. J'ai grandi ici. J'ai été à l'école ici. Et j'ai continué en Europe. Et chaque année, je viens au moins 3-4 fois au Bénin. Je parle les langues du Bénin. Ça suffit pour dire qu'on connaît le Bénin? Oui. Quand vous savez manger à bobo avec gari, vous connaissez le Bénin. Quand vous parlez le patois de chez vous, vous connaissez le Bénin. Quand vous connaissez la culture de chez vous, vous connaissez le Bénin. Quand vous savez que chez vous, là, quand vous devez saluer une personne âgée, vous devez vous accroupir, vous connaissez le Bénin. Est-ce que vous avez dit à votre parti politique BR que vous voulez être député? Je le chuchote pour l'instant. Pourquoi vous le chuchotez? Pourquoi vous ne pouvez pas le dire de façon directe? Mais il faut commencer en chuchotant. Mais les élections, c'est dans quelques mois seulement. Oui. En janvier, on vote. Les listes seront bouclées dans un mois et demi. Oui, d'accord, mais je ne suis pas... Je peux proposer ma candidature et ne pas être prise. Et qu'est-ce que vous diriez si votre parti trouvait que vous n'avez pas la capacité de le représenter à l'Assemblée nationale? Vous allez continuer à militer toujours? Toujours. Toujours. Le Bénin coule dans mes veines. Le Bénin, mon père nous a donné la possibilité et la chance d'aimer notre pays. Pourquoi vous ne rentrez pas vous installer définitivement? J'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Et ça a été difficile pour vous? Ça a été très difficile et j'ai dû repartir. Êtes-vous prête à revenir définitivement? Je suis prête. Je suis prête aujourd'hui parce que c'est en tombant plusieurs fois et en se relevant qu'on sait ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'il faut se préparer pour rentrer. Il ne faut plus rentrer en vous disant « je rentre les bras ballants, arriver sur place, tout va bien se passer ». Non, il faut se préparer pour rentrer. D'accord. Mme Fatima Dangounadé, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de cette émission. Qu'est-ce que vous avez eu envie de dire que vous n'avez pas dit au cours de ces quelques minutes d'entretien? Au cours de ces quelques minutes d'entretien, ce que je n'ai pas pu dire, c'est que je voudrais féliciter le président d'avoir réussi à mettre en valeur notre patrimoine culturel. Après qu'il soit ramené au pays. Vous voulez parler des trésors royaux qui ont été rapatriés? Exactement. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. En dehors de ça, la réhabilitation de nos sites des palais royaux. Ça, c'est très important. Et puis, il y a un problème au niveau, comment appelle-t-on, des chefs traditionnels. C'est très, très important. Parce que nous vivons ça actuellement même dans mon propre village. Il y a des réformes qui sont mises en place par rapport à ça. Et c'est très bien. Et puis alors, l'Amazone, ça pour moi, c'est montrer que la femme est tout autant capable que l'homme. Cette image de l'Amazone, pour moi, c'est presque si on pouvait me mettre mon effigie sur la tête de cette dame-là. Je serais très contente. Pourquoi? Parce que je suis une Amazone.
Amazon des temps modernes. Une Amazon des temps modernes. Pas l'Amazon comme celle de la statue. Je suis prête à me battre pour le Bénin s'il le faut. Donc, je suis comme celle de la statue. D'accord. Nous allons vous permettre maintenant, Madame Fatima Dangounadé, de mettre un terme à notre entretien. Nous avons partagé avec vous votre regard sur le pays dans plusieurs secteurs. Regardez droit dans cette caméra et dites votre mot de la fin. Je voulais dire au peuple béninois de tenir bon et que c'est ensemble que nous pouvons développer le pays. N'attendons pas de savoir ce que le pays peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour notre pays. Et ça, c'est tout le monde. N'ayez pas peur de tomber. N'ayez pas peur d'essayer. Développez votre côté entrepreneurial. Arrêtez de compter uniquement sur le gouvernement et sur l'administration. Développons notre côté entrepreneurial. C'est très important. Et aux femmes, n'arrêtez pas de vous battre pour votre autonomie. C'est très important. Merci beaucoup. Je dirais également aux hommes de ne pas freiner l'évolution des femmes. Oui, sinon on risque de vous rattraper. Mais ça va être un très bon challenge. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de l'entretien du dimanche, Madame Fatima Dangounadé. Je rappelle que vous êtes de la diaspora, vous résidez à Liège, en Belgique. Tout à fait. Que vous êtes régulière au Bénin. Vous avez été très clair, vos ambitions sont politiques. Vous auriez aimé, souhaité représenter la gente féminine à la prochaine... Non, pas que la gente féminine. Non, je le dis parce qu'il y a une possibilité désormais d'avoir plusieurs femmes à l'Assemblée nationale. La loi le permet. Donc, nous, on surfe sur ça. Maintenant, si vous voulez représenter également les hommes, tant mieux. Oui, bien sûr. On peut souhaiter. On se complète. Représenter les Béninois, en fait, à l'Assemblée nationale. Et oui. tenir ferme la trajectoire haute et pour que notre pays puisse aller de l'avant. Je vous souhaite vraiment d'être entendu et que votre parti puisse accéder à votre demande. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, c'était l'entretien du dimanche. Merci pour votre aimable attention. Je vous retrouve dimanche prochain, toujours avec le même plaisir, avec un autre invité, d'autres sujets. J'espère que vous resterez scotchés, que vous allez apprécier. Merci et à dimanche prochain.